Ravie d'être ici, ravie d'être à Nantes, ravie d'être au Web Today pour les 10 ans de ce festival que j'adore effectivement parce qu'il a un twist différent, parce qu'il porte des valeurs, parce qu'il est entré dans un territoire ultra dynamique et qui repose sur une fantastique équipe. Donc j'espère que vous êtes tout aussi heureux que moi d'être là. Alors je viens avec une nouvelle casquette. La casquette a changé, la tête est à peu près toujours la même, en tout cas ce qu'il y a dedans. Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est que je ne viens pas pour faire un discours politique, pour faire des annonces, pour vendre quelque chose. Je viens pour partager avec vous l'état de mes réflexions. C'est une démarche réflexive qui se veut ultra modeste, mais parce que je trouve qu'on est entré dans une ère nouvelle de la French Tech et qu'il est bien de se poser et de réfléchir sur où on a envie d'aller ensemble. Une ère peut-être d'une plus grande responsabilisation, une ère qui cherche à questionner le sens des technologies et de ce qu'elles peuvent apporter pour la société. Ce questionnement, il est fondamental, je crois qu'il est nécessaire et important, parce que derrière la Startup Nation telle qu'elle a pu être présentée par les médias, et en particulier les médias grand public, il y a eu beaucoup de paillettes, de glamour, d'histoires de succès et d'une ambition qui est très heureuse, internationale et de réussite. Mais peut-être que cela s'est fait au détriment du questionnement du sens. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour se dire qu'il faut avancer dans cette direction. Alors, du coup, vous allez dire, mais quel rapport avec le sujet de mon talk, qui est Europe, start-up et citoyens? Je vais essayer de vous expliquer le rapport. D'abord, les organisateurs du Web Today m'ont dit, il faut parler d'Europe ou de Civic Tech. Et moi, les deux sujets me fascinent et me passionnent. Et en réalité, je trouve que la question qui est devant nous, c'est comment parler d'Europe et de Civic Tech. Et donc, quelle place pour la tech européenne dans le monde et quelle place pour les citoyens, les individus et les startups dans cette place européenne dans le monde. Parce qu'on voit bien que de cette place dépend la capacité à défendre une certaine vision et des certaines valeurs. Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Lorsque on parle d'intelligence artificielle, on voit le Times qui fait sa une sur la course à l'armement. C'est d'ailleurs présenté comme ça, Arms Race, le FT également, etc., entre les États-Unis et la Chine. Et c'est une réalité. Lorsqu'on voit la capacité d'investissement dans la R&D des GAFA et des BATX, un exemple, hein, Amazon investit en moyenne 18 milliards de dollars américains par an dans sa recherche et développement. Lorsqu'on voit leur capacité à racheter les entreprises les plus performantes, les plus pointues, et ce, partout dans le monde, lorsqu'on voit leur capacité à recruter les meilleurs talents, que ce soit des CTO, des développeurs ou des chercheurs, là aussi, sur les sujets les plus en pointe, eh bien, on se dit que dans cette course-là, avec des moyens et des ressources quasiment inégalées dans l'histoire de l'humanité, et dans les rapports de force géostratégiques tels qu'on a pu l'entendre auparavant dans les rapports entre les États-nations, eh bien, quelle place pour l'Europe et quelle place pour les citoyens européens? Ce qui est à l'œuvre et ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement une question de domination, voire de suprématie économique. C'est une certaine vision du monde. L'IA, ce qu'elle fait dans un premier temps en tout cas, avant d'être de l'IA générale et avant peut-être d'être totalement autonome, eh bien, elle capte les données et elle les analyse, elle les entraîne avec des algorithmes à partir de l'existant et du passé. Or, les données qui sont aujourd'hui utilisées pour entraîner des algos d'IA, ben, ce sont des données qui ne représentent qu'une certaine réalité du monde. Pas dans toute sa diversité, pas dans toute sa richesse culturelle, linguistique, intellectuelle, sociale et sociétale. Et donc finalement, de se poser la question de la place de l'Europe dans les enjeux autour de l'intelligence artificielle, c'est se poser la question de
quelle représentation future du monde nous voulons créer. D'où l'intérêt d'une étude que j'ai rédigée avec ma nouvelle casquette au sein du cabinet Roland Berger, dédiée au sujet des startups d'intelligence artificielle dans le monde, avec des recommandations à dimension européenne pour les politiques publiques. Le premier constat de cette étude, ce qui a recensé le nombre de startups qui produisent des technologies d'intelligence artificielle, c'est effectivement que les États-Unis sont loin devant. En nombre, et strictement en nombre, il y a 1393 startups qui produisent des technologies d'intelligence artificielle aux États-Unis. Rien que dans la baie de San Francisco, il y en a 383. Le second pays le plus producteur d'IA chez les startups, c'est la Chine, 383 entreprises. Ensuite vient Israël, 362. Puis le premier pays européen, ou jadis européen, le Royaume-Uni, 245. Vient ensuite le Canada, puis le Japon, puis la France et l'Allemagne. Et ensuite, plus loin, la Suède, la Finlande et l'Espagne. Avec donc cette domination, près de 40% des startups de l'IA aujourd'hui travaillent aux États-Unis, produisent les technologies là-bas. Et ce constat qui est que franchement la France ou l'Allemagne sont quand même assez loin derrière. Alors, on a choisi d'insister que sur les startups qui produisent de l'IA. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les startups qui travaillent avec de la data, elles font plus ou moins du machine learning et que l'accès aux outils de machine learning s'est tellement démocratisé, ne serait-ce que l'utilisation de TensorFlow par exemple est tellement facilitée que ne pas faire du machine learning quand on est une boîte qui utilise la data, c'est difficilement justifiable aujourd'hui, notamment auprès de ces investisseurs. Non, là, je vous parle des entreprises qui produisent des technologies de rupture, dont on ne connaît pas forcément encore la capacité d'adaptation par le marché, où on est encore souvent sur des POC qui sont très en lien avec le monde de la recherche, avec des chercheurs, des doctorants, des postdocs, et qui test and learn au fur et à mesure qu'elles poussent leurs produits sur le marché. C'est un modèle d'entreprise quasiment hybride qui est une entreprise de recherche. Donc voilà ce sur quoi s'est focalisée cette étude. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on continue de partir chacun dans notre coin, donc chaque pays européen de manière individuelle? Et je suis légitime pour poser la question puisque j'avais lancé une première stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle l'année après celle lancée par Barack Obama parce que je trouvais qu'il était extraordinairement visionnaire et précurseur sur ces sujets. Ou est-ce qu'on se dit le bon échelon pour agir, ou en tout cas celui le plus impactant, c'est l'Europe et c'est Bruxelles, ce qui suppose de marier toutes les initiatives nationales qui peuvent être prises, et notamment au plan budgétaire, pour focaliser sur les projets les plus prometteurs, d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils viennent d'un pays européen. Ce qui est un changement de paradigme fondamental, ça veut dire qu'on fait un blind test. Ça veut dire que lorsqu'on finance une start-up, on ne le fait pas par quota en fonction de leur pays d'origine. On ne regarde pas le niveau de contribution financière de l'État membre de nationalité de la start-up. Non, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui agit immédiatement. Ça, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a fait des annonces très importantes pour attirer les meilleurs chercheurs sur ces sujets de deep tech, avec des annonces budgétaires notamment impressionnantes. La France, on le sait, et c'est heureux, s'inscrit pleinement dans ce mouvement et veut compter au plan international. L'Allemagne a fait des annonces, mais est un peu engluée dans des difficultés politiques liées à sa coalition, ce qui fait qu'on attend la suite des annonces. Et Bruxelles se montre, par la Commission européenne, très volontaire, mais tout de même avec cette limite qui me frappe, qui est qu'on continue d'additionner des stratégies nationales et de pousser en parallèle une stratégie
communautaire depuis Bruxelles, sans avoir une vision pan-européenne qui soit unique, qui soit exclusive et qui soit amplifiée. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Des recommandations, parmi lesquelles celle de créer un statut européen unifié pour les startups. On le sait, une des difficultés principales pour faire croître les startups, c'est l'accès au marché, que le marché européen, il est fragmenté, que de réussir à s'intégrer dans un marché linguistique, culturel, économique, réglementaire, juridique, etc., 28 fois, c'est pas comme aller en Chine ou aux États-Unis. Donc c'est un enjeu fondamental. On sait aussi qu'aujourd'hui, les mécanismes budgétaires, ils sont attribués au niveau national et pas au niveau européen. Le Fonds européen d'investissement fait plus d'investissement direct, il fait de l'investissement indirect par des fonds d'investissement au niveau national. Si on veut passer à l'échelle, je pense qu'il faut abandonner ces logiques, en tout cas pour partie, et il faut créer des YES. Qu'est-ce que ce sont les YES? Ce sont les Young European Startups. On veut des Yes Companies en Europe. Aujourd'hui, les textes européens, les directives, les règlements, les traités parlent des PME, focalisent complètement les efforts sur les SMEs, les Small and Business Enterprises. Et il n'est pas question dans mon propos de dire on ne s'occupe plus des PME. Mais les problématiques des startups, ce sont des problématiques de croissance très forte, de besoins en capitaux très importants. Et on le sait, et vous le savez, il faut pouvoir répondre à ce type de problématiques avec des outils dédiés et qui n'existent pas ou pas suffisamment aujourd'hui. Donc, créer des Yes European Startups, financer des European Startups directement au niveau européen et staffer les European Startups pour qu'une startup qui crée une équipe en France, eh bien, elle puisse aussi aller créer une équipe en Italie, en Suède ou au Royaume-Uni, avec les mêmes mécanismes de rémunération, et notamment les BSPCE et les actions gratuites, qui aujourd'hui ne sont strictement pas harmonisés au niveau européen, ce qui signifie que c'est difficile d'avoir des incentives qui soient équitablement répartis entre des équipes si on a une ambition européenne. Puis ça signifie aussi pour les VC qui doivent se européaniser. Alors ils vont tous vous dire qu'ils le sont. Ils ont un bureau à Berlin, un bureau à Londres et parfois un bureau à Stockholm. Mais est-ce qu'ils analysent leur portefeuille d'investissement de manière vraiment européenne, ou est-ce qu'ils ne regardent pas d'abord la nationalité de la start-up et le statut qui va s'appliquer à leur fonds et le régime fiscal aussi des sorties? La réalité, c'est une réalité nationale, ce n'est pas une réalité européenne. Donc, c'est bien de parler d'Europe, d'avoir une ambition européenne, mais je pense qu'il faut très concrètement s'en donner les moyens. Alors, sans donner les moyens, aussi en créant une agence européenne d'innovation, pas un nouveau Quango, pas un nouveau machin qui ajouterait une institution aux institutions. Non, créer une agence type DARPA, je ne sais pas si vous connaissez la DARPA, qui est une agence militaire aux États-Unis, qui est à l'origine de beaucoup des grandes inventions de ce monde, dont Internet, et avec des budgets très importants. L'originalité de la DARPA, ce n'est pas d'être militaire, et on ne veut pas forcément une agence européenne d'innovation militaire en Europe. Non, c'est sa méthodologie. C'est la manière dont elle sélectionne ses projets, elle les finance. Donc concrètement, elle fait un appel à problème, c'est très start-up dans l'esprit, de dire quels sont les grands challenges auxquels la société américaine veut répondre, qui est en capacité de créer des équipes pour répondre à ces défis. Derrière, il y a des budgets dédiés, des projets qui sont mis en concurrence, avec un suivi de projets très étroit. On n'hésite pas à les killer, donc à les tuer au bout de 6 à 12 mois, lorsqu'un projet ne montre pas le potentiel qu'il avait au départ, et donc les mettre en concurrence. Et derrière, on sélectionne et on amplifie en mettant énormément de budget sur le projet le plus prometteur. Mais c'est un suivi dans le temps. Ça n'existe pas en Europe. On n'a pas de DARPA européenne. Donc on ne peut pas avoir une stratégie ambitieuse en matière d'intelligence artificielle en Europe, par exemple, si on ne se dote pas
d'un instrument comme celui-là. Des agences de ce type, il y en a déjà qui existent. Ce que je vois, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, et l'idée de la DARPA fait son chemin, ben, chaque institution qui existe déjà dit « ça sera moi », et on entre dans une guerre territoriale et institutionnelle qui est quand même la porte d'entrée classique de l'Union européenne et ce qu'on reproche le plus à la technocratie bruxelloise. Donc il faudrait quand même pouvoir taper du poing sur la table en disant on y va et on y va de manière unifiée. Sauf que lorsqu'on parle de sujets aussi fondamentaux, aussi potentiellement perturbateurs et disruptifs pour le fonctionnement de la société, que ce soit pour le marché de l'emploi, que ce soit pour des raisons éthiques, que ce soit pour les enjeux économiques, pour avoir des gains de productivité, pour conquérir de nouveaux marchés par l'intelligence artificielle. Lorsqu'on voit les enjeux, est-ce que les citoyens ont leur place dans la définition de ces enjeux? Moi, ce que j'avais vu lorsque j'étais au gouvernement et que j'ai mené la co-construction en ligne de la loi pour une République numérique, c'est le potentiel du numérique en tant qu'outil de pouvoir d'agir des citoyens. Et je ne dis pas ça par effet de communication, ça a été une expérimentation balbutiante au tout début, mais il faut aller bien plus loin. En 2018, ce que permet le numérique, c'est d'être mieux informé que jamais. Et oui, il y a les fake news, mais si on veut être bien informé, on peut être bien informé. Et c'est potentiellement un pouvoir d'agir plus puissant que jamais auparavant, là aussi dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on peut créer des communautés et parce qu'on peut influencer. Mais est-ce que cet accès à l'information, cet accès à l'action, cette envie d'ailleurs d'agir, parce qu'il en a été question beaucoup ici et il en est question beaucoup partout dans le monde, la culture tech aujourd'hui, la culture numérique, elle a envie d'agir pour résoudre des problèmes en mode agile, en mode projet, en mode produit, etc., en se réinventant en permanence, mais avec une mission, ce que les anglo-saxons appellent un purpose, avec un objet. Et souvent, c'est de la tech for good, avec l'envie de changer le monde. Et donc, cet accès à l'information et cette capacité d'agir, avec la volonté d'agir, c'est un puissant vecteur de changement qui potentiellement bouscule très profondément le fonctionnement actuel des institutions, mais positivement peut permettre de prendre des décisions de manière plus transparente, de manière plus collaborative, de manière plus intelligente, parce que fondée sur l'intelligence collective. Donc cette expérimentation qui avait été menée sur la loi pour une République numérique, pourquoi on ne l'applique pas et on ne la teste pas lorsqu'on aborde ces sujets de gouvernance de l'intelligence artificielle? Une DARPA, créons une DARPA, mais créons une DARPA dont les grands défis sociétaux sont décidés par les citoyens européens. Quels sont-ils? L'environnement, le changement climatique, les flux migratoires, le vieillissement démographique. Qui doit prioriser ces grands défis et comment choisir les projets qui nous concernent tous et nous concernent tous au premier chef à partir du moment où on s'appuie sur des technologies d'intelligence artificielle? Eh bien, il me semble que c'est là une occasion unique parce qu'on part de zéro, parce que ce sujet arrive sur la table, parce qu'il n'y a pas d'institutions qui peuvent freiner, parce qu'il n'y a pas de budget déjà dédié, parce qu'il n'y a pas d'équipe déjà formée, il n'y a pas de legacy. Et donc inventons une forme nouvelle d'intelligence collective dans la gouvernance de l'intelligence artificielle. On voit des tentatives, on voit une prise de conscience, mais qui est fragmentée et émane souvent du secteur privé. Un exemple, Google. Google a publié récemment les 7 principes qui pourraient gouverner une intelligence artificielle éthique et responsable. C'est un effort salutaire, heureux, qui répond d'ailleurs à une préoccupation des salariés en interne et à une préoccupation des chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage automatique, la reconnaissance vocale, la reconnaissance visuelle, qui en voient tout le potentiel extraordinaire, mais aussi les potentiels dangers.
Eh bien, Google a publié une série de principes auxquels on ne peut pas ne pas adhérer, dont l'accountability, donc la responsabilité, la lutte contre les discriminations, la protection des droits humains, la transparence, etc. Mais la question que je pose, c'est est-ce à Google, ou en tout cas est-ce à Google uniquement, de décider de l'approche éthique en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont les gouvernements seulement qui doivent le décider? Est-ce que c'est la Commission européenne uniquement qui, aujourd'hui, par exemple, a nommé un comité d'experts composé de 52 personnes issues de la société civile et du monde des entreprises pour aborder ces sujets? Ou est-ce qu'avec la puissance des technologies numériques, dont la blockchain, qui garantit quand même une transparence dans les processus décisionnels, et dont l'IA, qui est un accompagnement à la décision, est-ce qu'il n'est pas possible d'essayer d'aborder autrement ces questions de gouvernance en se disant on va s'appuyer sur l'intelligence collective? Il y a plein d'initiatives formidables qui sont prises. J'ai vu ce matin une tentative de faire signer par les chercheurs en IA une forme de serment d'Hippocrate qui ferait qu'ils s'engagent à travailler sur ces sujets de recherche pour le bien de l'humanité. Mais ces initiatives, elles doivent être fédérées et surtout ne pas être réservées aux seuls experts. Or, aujourd'hui, et je le vois dans ma mission d'accompagnement des entreprises au sein de Roland Berger, les entreprises qui intègrent des technologies d'IA se trouvent face à des dilemmes éthiques et sociaux importants qui dépassent de loin le seul champ d'application et d'activité économique de cette entreprise. Lorsque une direction des ressources humaines décide d'utiliser des logiciels qui vont aller capter toute la data existante pour faire du machine learning, pour mieux prédire les tâches les plus essentielles, par exemple, eh bien, on réalise que la data, elle est discriminante en soi, qu'elle reflète l'existant. Et du coup, est-ce qu'on part de cet existant ou est-ce qu'on se dit c'est l'occasion d'améliorer la représentation de la diversité? Et si oui, est-ce que c'est à l'entreprise de le faire ou est-ce que c'est à la société dans son ensemble? Vous avez compris, je pose plus de questions que je n'apporte de réponses, mais je trouve que c'est important et sain de poser ces questions aujourd'hui. Il me semble qu'on est à un tournant, l'entrée dans l'ère de la responsabilité de la French Tech et la capacité pour l'Europe à s'affirmer sur ce sujet avec des alliés, le Canada, entre autres, et je pense que ça a été bien compris de part et d'autre de l'océan Atlantique, et on l'a vu au G7, avec une affinité forte sur ces sujets entre Trudeau et le président Macron. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est ce sujet de l'intelligence collective. Les entreprises, dans leur stratégie de transformation, pour définir les priorités stratégiques, ont compris, ou en tout cas comprennent de plus en plus, qu'elles doivent embarquer leurs salariés, qu'elles doivent aller chercher les idées partout. Elles mettent en œuvre des programmes d'intrapreneuriat, elles créent des start-up factories, elles utilisent des plateformes pour aller capter l'intelligence collective. Et donc ce qu'on voit émerger dans le secteur privé, et c'est heureux parce qu'il n'y a pas de changement sans embarquer l'ensemble de la masse salariale dans cette stratégie, eh bien, il faut aussi, il me semble, faire aboutir cette logique beaucoup plus dans les processus décisionnels, quels qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, c'est là la puissance du numérique, c'est possible. Voilà.